C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal télévisé de droits humains. Un seul sujet au sommaire de cette édition. En République démocratique du Congo, le divorce est devenu monnaie courante. Les tribunaux de paix connaissent souvent les cas des dossiers liés au divorce. Dans cette édition, vous suivrez le dossier qui oppose Alphanie Mathiozzi contre son mari Joseph Mboyo en contestation d'une conciliation. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition que je n'aurai le plaisir de vous présenter. Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien, suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications. C'est parti pour cette nouvelle édition du journal télévisé de droits humains. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. 3 ans se sont écoulés depuis que Félix Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême, le chef de l'État qui a fait du social des Congolais et de l'État de droit son cheval de bataille. Eh bien, au bout de 3 ans, plusieurs réalisations sont déjà à mettre à l'actif du quinquennat de Félix Tshisekedi. Je vous prie de suivre ce reportage. Et une brève dans cette édition, ouverture ce mardi à Kinshasa des États généraux de la communication immédiat congolais. Ces assises qui se tiennent du 25 au 28 janvier sous le thème «
Quelle perspective à l'ère du numérique face aux défis du développement durable? Selon Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, ces états généraux visent à jeter un regard rétrospectif sur la pratique de la presse et de la régulation des médias afin de dégager les perspectives d'avenir au moyen d'un dialogue proactif et inclusif. Les détails dans notre prochaine édition. Mesdames et messieurs, nous prenons cette autre information. Procès ministère public contre Ferdinand Kambere. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a débuté l'instruction ce lundi à la prison centrale de Makala. Au cours de cette même audience, le tribunal a auditionné les témoins, tous travailleurs à l'hôtel où se sont déroulés les faits. À cette même occasion, le prévenu Ferdinand Kambere a sollicité sa mise en liberté provisoire. Merlin Kamalandoua pour ce reportage. Le ministère public qui nous a fait traîner ici n'a aucun article, n'a pas de preuve sur ce qu'il a apporté, et que les témoins sur lesquels à s'absenta, ça signifie qu'on est en face d'un dossier vide. La question que nous posons, c'est de savoir le montage dans les chefs de qui du prévenu ou du plaignant. C'est un dossier vide et monté de toutes pièces, à en croire le prévenu, fondé selon le ministère public. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a débuté ce lundi 24 janvier son instruction dans l'affaire qui oppose le ministère public à Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, poursuivi pour tentative de meurtre. À l'audience précédente, le TGI Gombe s'était déclaré non saisi à l'égard du prévenu, faute de l'exploit. À l'audience de ce jour, malgré la persistance de cette irrégularité, le prévenu Kambere Ferdinand décide de collaborer avec la justice en acceptant de comparaître volontairement en vue de couvrir ce vice. Le tribunal vous pose la question de savoir si vous acceptez de comparaître volontairement. Bien que la peine est supérieure, je pense que la diligence est venue et c'est mes avocats pour que cette cause soit instruite aujourd'hui. Je pense que vous verrez même les citations à témoins. Les témoins que je renonce à la formalité de la séance. Une position qui pousse le tribunal de s'être déclaré valablement saisi, ainsi procéder à l'identification du prévenu. Vous êtes de nationalité congolaise. La composition accorde la parole à l'organe poursuivant pour présenter les griefs reprochés à cet ancien directeur des cabinets adjoints de Joseph Kabila. Voici les prévenus Kambere Kalumbi Ferdinand. Nous l'avons déféré devant vous parce qu'il est poursuivi pour avoir à Kinshasa, ville de Seno, capitale de la République démocratique du Congo, le 17 décembre 2021, tenté de commettre le meurtre sur M. Ardan Kabambi Boukassa. La résolution de commettre ce meurtre ayant été manifestée par des actes extérieurs, en l'occurrence l'administration d'un coup violent sur la tête de la victime au moyen d'une bouteille pleine de bière de marque Heineken. Le prévenu Ferdinand Kambere, visiblement stupéfait, remet en cause les faits tels que présentés par le ministère public. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD parle d'un procès orchestré par ses détracteurs. Ferdinand Kambere relève au tribunal qu'il est victime d'un guet-apens de la part de Ardan Kabambi, qui s'est par la suite victimisé par des montages via les réseaux sociaux. Le prévenu a par ailleurs formulé sa demande au tribunal, celle d'auditionner les témoins qui ont vécu la scène. Il y a eu une agression de ma part et que cette agression, c'est les blessures que j'ai eues, c'est lorsqu'il a pris soit s'il était, moi je n'ai pas vu, et qu'il attaque. La plaie, bien que cicatrisée, elle est encore visible. Et même l'hématome, si vous touchez là, vous allez voir, ma tête a encore des signes d'hématome là-bas, et même là où j'ai reçu le coup.
Et alors on parle de quelle bagarre? Moi qui étais dans un climat où je trouve déjà bien préparé pour me faire du mal, le professeur Niabiroungu n'était pas seul. Il était d'abord avec Arda, qui est soldat. Il était, que je considère comme un kamikaze utilisé pour cette fête. Et c'est garde-corps, alors que moi j'étais seul. Peut-être parce que les gens savent que comme un citoyen ordinaire qui croit qu'il n'a pas de problème avec personne, je me promène seul et sans garde-corps et sans chauffeur, ils m'ont tendu ce coup-là, ils m'ont tendu ce pied. Mais les bagarres, on ne peut pas parler de bagarres. Je suis tombé dans ce guet-apens, dans ce traquenard, monté. Une révélation confirmée et complétée par l'un de ses conseils qui fait savoir. En outre, quelques irrégularités observées lors de la phase préjuridictionnelle, notamment le refus, selon eux, par le ministère public d'ordonner la confrontation des deux parties. Nous demandons, parce qu'on nous dit qu'il l'a blessé, nous on vient de le voir, je l'ai dit, moi je vis à temps, je l'ai pris même une photo dans mon téléphone. Si le tribunal, si ça peut être le tribunal, je peux montrer ça aujourd'hui. Arda en bonne santé, sans aucune blessure. On demande aux magistrats et sous terre, comme vous dites que notre client a blessé Arda, alors on le confronte. Arda était sur place. Monsieur le Président, nous sortons, on nous apprend par les agents que Arda vient d'avoir un coup de fil. Maintenant là, et qu'il est parti. On a compris qu'il a été signalé. Puisque ça, c'est un coup pour nous, Monsieur le Président, c'est un coup qu'on a monté. Le tribunal pose quelques questions aux prévenus sur les circonstances de sa présence à l'hôtel Colibri, mais aussi de la relation qui existerait entre lui et Ardon Kabambi. Ferdinand Kambere affirme ne pas être ami à Ardon Kabambi, mais plutôt le connaissait en tant que porte-mallette du professeur Niabiroungu Mwenensonga. Et sa présence ce jour-là était sur insistance de Kabambi Ardon, sur instruction du professeur Niabiroungu, pour récupérer son invitation. Monsieur Kambere Ferdinand, reconnaissez-vous Monsieur Kabambi Bukata Arda? Pour ce jour-là, je le connais comme un collaborateur, sinon un porte-mallette du professeur Niabiroungu. Mais sur appel insistant de M. Ardon, que je ne fréquente pas, il n'est pas mon ami. Mais simplement comme un des membres de mon parti de PPRD, son numéro, son nom était enregistré. Mais j'ai vu autour de 18 h des appels incessants de M. Ardon, plus de 4. Et lorsque j'ai décroché au quatrième appel, celui-ci me dira qu'il m'appelle de la part du professeur Niabiroungu, qui avait une cérémonie. Parce que là, on était le 17 vendredi, qui avait une cérémonie de vernissage d'un nouveau livre qui comptait publier, et qu'à l'occasion, il voulait me remettre à mes propres une invitation pour que je participe à cette cérémonie. Voilà pourquoi, ce jour-là, je dis répondre à cette invitation. Des prétentions rejetées par le ministère public, le tribunal décide d'auditionner les témoins. Première à la barre, Madame Feza, travailleur au restaurant où se sont déroulés les faits. Dans sa déposition, cette dernière affirme avoir vu de ses propres yeux le prévenu Ferdinand Kambere avec quelques blessures. Il y a 22h30 il a passé, il était chez moi et puis il y avait et nous aussi, moi ici, il y avait une blessure avec beaucoup de sang. Et j'ai vite compris que c'était ça. Et monsieur est en train de la mettre comme ça avec le sang. Je suis allée là-bas et je m'entends de ses yeux avec les yeux. Et moi, je me suis dit, non, papa, ici, moi, avec les papiers, je ne sais pas parce que les sangs, je vais voir se des couilles. Je suis allée, j'ai pris les désinfectants comme ça, avec du sel. Je l'ai mis ici. J'avais une là et le petit coup. Autre travailleur de cette même structure a également déposé devant le tribunal. Juste après quelques jeux de questions-réponses, le TGI Gombe a décidé de renvoyer l'affaire à la huitaine pour poursuivre l'instruction et éventuellement la plaidoirie. Notez que le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe a également examiné en chambre de conseil la demande de mise en liberté provisoire sollicitée par le prévenu Kambere pour des raisons de santé.
Une demande rejetée par le ministère public et prise en délibéré par le tribunal. Donne-moi les faits et que je te donne le droit, dit-on. Nous espérons que le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe départagera ces deux parties en toute impartialité, étant souverain. Affaire à suivre. Poursuivons cette édition, mesdames et messieurs, avec cet élément. En République démocratique du Congo, le divorce est devenu monnaie courante. Les tribunaux de paix connaissent souvent les dossiers liés au divorce, comme celui qui s'est tenu au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Alphani Machozi a assigné son mari, Joseph Mboyo, en contestation d'une conciliation. Retour sur ce procès avec Nyosh Mafuta. Vous demandez quels sont vos enfants. Vous demandez les résidents. Leurs identités, les ayants droit, les probables victimes. Et les partis doivent vous produire les identités des concernés, les enfants ici de ces mariages. Madame Alphani Machozi assigne M. Joseph Mboyo Bola Mputu en contestation d'une conciliation devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière civile au premier degré. En effet, au terme de l'échec d'une conciliation en 2018, une instance en divorce a été enclenchée en novembre 2021 entre les parties à la diligence de Joseph Mboyo Bola. Ce rapport d'échec était en violation de la loi et ne comportait aucune qualité sur sa validité et crédibilité selon la requérante. La conciliation n'a rien recueilli de conforme à la loi si ce ne sont que les biens matériels, poursuit-elle. Cette conciliation s'est souciée moins de la solidité du mariage dans un couple qui a 40 ans de vie conjugale, a autorisé une instance en divorce économique du couple. À l'audience de ce jour, la partie requérante a sollicité du tribunal d'annuler le rapport de conciliation car, ayant renversé les prescrits et l'esprit des articles 549 à 574 du Code de la famille, et de confier la charge à un autre conciliateur en renvoyant les parties en prosécution pour les conciliations sereines et légales. Monsieur le Président, 42 décembre, c'est énorme en termes d'investissement familial. Convoquer les parents, convoquer les parrains, tout ça sont des parents qui couvrent nos structures traditionnelles, coutumières, on fait que tous ces gens-là puissent venir pour couvrir le mariage. Les parents, les parrains, et en particulier votre imam pour les musulmans, votre prêtre pour les catholiques, votre pasteur, c'est lui qui a célébré devant la nation, devant l'opinion, ce mariage-là, parce que devant l'État, c'est vous, représenté par l'officier d'état civil. Donc, toutes ces personnes doivent être mises à contribution. La partie défenderesse balaye toutes ces allégations. Elle fait savoir que c'est la requérante qui a participé à la détérioration de la vie conjugale. Un bon matin, l'épouse de mon client emballe ses effets et quitte le temps conjugal, sans dire à son mari où elle va et pourquoi elle sort avec armes et bagages. Mais bien avant cela, après avoir participé à la détérioration de la vie conjugale, prenant la parole, le ministère public a soulevé une exception en décrétant le huis clos. L'équipe du journal télévisé des droits humains était obligée de laisser la salle d'audience. L'audience se poursuit. La composition prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai légal. 40 ans de vie de couple, vous n'allez plus reprendre la vie. Vous n'allez plus reprendre à zéro. Il faut donc le laisser finir leur vie ensemble. Et comme notre cliente, c'est une chrétienne, elle a estimé que Maître Bobundelanga, divorceuse à la thé, notamment surtout qui va éviter qu'il va tout parce que nous devons continuer. Il faut au moins nakufa na maboko ya mobali nanga kena kendo yenga na koloka mibali kotona kotoyo alors que nakuta déjà koko bana nanga ba boti bangonyo so presque. Donc et si là na kimia na boboto. Que dit la loi sur cette question? Amis téléspectateurs du journal télévisé de droits humains, tous les anciens chefs d'État élus et premiers ministres sont-ils
injugeables devant les juridictions congolaises de droit commun pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Cette polémique naît de suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle se déclarant incompétente de juger l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo dans le cadre du dossier Bukanga Lonzo. Eh bien, Maître Carlos Ngwapichi estime que ces deux catégories de personnalités ne peuvent pas être jugées par des juridictions congolaises suite à un vide juridique. Joël Diawa et Nyosh Mafuta nous en disent plus. Il n'y a pas de peine sans loi, il n'y a pas de crimes sans loi, il n'y a pas non plus de juridiction sans loi. Pour Maître Carlos Ngwapichi, le juge naturel d'ancien président de la République et Premier ministre, reste la Cour constitutionnelle. Les sièges de la matière ici, il faut les situer au niveau de la Constitution d'abord, qui régit notre pays. Il s'agit de l'article 164 de la Constitution, de l'article 108 de la loi organique numéro 13/26 du 15 octobre 2013 portant au fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Lorsque vous prenez ces deux dispositions, effectivement, vous allez constater que le législateur a voulu faire un distinguo entre les fonctions ou les actes que le président de la République ou le Premier ministre pose dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et c'est posé en dehors de l'exercice de ses fonctions. Et donc, lorsque vous faites une lecture intelligible, vous allez constater ou vous allez comprendre qu'effectivement, l'article 164 parle des infractions qui peuvent être commises par ces deux autorités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Et là, le législateur prévoit la juridiction compétente. Il s'agit de la Cour constitutionnelle. Donc, la Cour constitutionnelle est juge naturel des actes posés par un président de la République et un Premier ministre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Mais pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les cas d'espèce, lorsque le chef de l'État actuel, par exemple, qui est en fonction, commet une infraction qui ne relève pas de ses fonctions, les poursuites seront suspendues. Donc, il ne sera pas poursuivi. La prescription interrompue. Les poursuites vont commencer à la fin de son mandat. OK? Et le législateur conclut in fine. Il vous dit, la juridiction compétente est celle des droits communs. Les anciens présidents de la République et premiers ministres qui ont commis des actes qui relèvent de leurs fonctions peuvent-ils être jugés par la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle nous a répondu dans son arrêt, sous RP 001. Elle nous dit qu'elle est incompétente pour juger un ancien Premier ministre. Elle est juge naturel du président de la République et du Premier ministre en fonction. Voilà que la question est résolue. Maintenant, revenons-en. Est-ce qu'il y a une juridiction de droit commun qui peut se déclarer compétente pour juger un ancien Premier ministre ou un ancien président de la République par rapport aux actes qu'il a y à poser? Nous disons non. En ce qui concerne le président de la République, lorsque vous prenez la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République et chef de l'État élu, vous verrez que cette loi, en son article 7, immunise tous les actes posés par le président de la République. Il ne peut pas être poursuivi par rapport à tous les actes qu'il a posés pendant l'exercice de ses fonctions. Il ne peut pas être poursuivi. Et le Premier ministre? La loi est muette. La loi n'a rien dit. Alors, devant un vide, devant ces silences, devons tirer la compétence d'une quelconque juridiction, alors que nous sommes en matière pénale, qui est régie par le principe de la légalité des délits de peine. Et en droit, on dit, du silence de la loi, on peut tirer l'incompétence, et non la compétence, état d'attribution, n'est-ce pas, en matière administrative. Des personnalités comme Joseph Kabila, Adolphe Muzitu, Matata Ponyo, Sami Badibanga ou encore Bruno Tshibala ne peuvent donc pas être poursuivis par n'importe quelle juridiction en République démocratique du Congo pour des actes posés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. À mon humble avis,
j'ai dit, conformément à l'article 164, l'article 7 du statut portant ancien président de la République et l'article 108 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ces autorités ne peuvent pas être jugées par nos juridictions congolaises. Même la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle a déjà rendu un arrêt. Et c'est un arrêt de principe. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires, sur minute. Ce sont des arrêts qui sont dépourvus de voies de recours. Et c'est une jurisprudence. Donc, à ce jour, toutes ces autorités ne peuvent pas être jugées pour des actes posés en qualité de Premier ministre ou président de la République. Face à ce vide juridique, Maître Carlos Ngwapichi Ngwamashi, avocat et chercheur, invite les législateurs à se saisir de l'affaire afin de légiférer. Il est vrai que cette matière fait débat. Beaucoup de juristes vous diront non, on ne peut pas concevoir un état de droit, hein, n'est-ce pas, avec des gens qui n'ont pas de juges naturels. Oui, ils ont raison, ils n'ont pas tort. Mais il faut creuser la question. Ici, nous sommes dans un cas spécial. C'est vraiment spécifique. Au regard de ce que nous venons de découvrir tous, que la loi est muette pour les actes posés par un président, disons un ancien Premier ministre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il faut que nos parlementaires puissent saisir l'occasion de pouvoir légiférer là-dessus et compléter cela pour que les actes posés par ces autorités ne demeurent pas impunis. Cet avis juridique de Maître Carlos Ngwapichi vient de clore le débat né de l'arrêt de la Cour constitutionnelle se déclarant incompétente de juger Augustin Matata Ponyo comme ancien Premier ministre dans le cadre du dossier du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Condamné au premier degré pour détournement des deniers publics, Sami Jamal en danger, l'homme d'affaires libanais condamné à 6 ans de travaux forcés au degré d'appel est très souffrant. L'alerte est de Maître Arlette Odia, son avocat conseil. Pour elle, au regard de l'état de santé de ce vieil homme et vu son état de santé, une liberté provisoire s'impose afin qu'il puisse bénéficier des soins appropriés. Maître Arlette Odia est dans un propos recueilli par Joël Diawa. L'état de santé de Sami Jamal est tout à fait déplorable. Imaginez que ce soit votre grand-père, vous comprendrez l'état d'un prisonnier de 85 ans. Il est déplorable. Mais avant ça, il faut aussi dire qu'il était bien normal que Sami Jamal comparaisse et qu'il soit poursuivi, mais en homme libre. Ça avait été la demande de l'ancien ministre de la Justice, notamment Maître Tunda Kassede, qui avait demandé au parquet qu'en vertu ou au regard de l'âge très avancé de Sami Jamal, qu'il comparaisse en homme libre. Cette instruction, elle était légale. Elle répond sur l'article 70 de la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. Mais la demande avait été rejetée par le parquet, ce qui est anormal parce que le ministre de la Justice assure le parquet le pouvoir d'injonction tel que veut la loi. Il a comparu en étant en détention. Chacune des demandes de mise en liberté provisoire a été rejetée. À ce jour, comme les juges se sont dessaisis de la question de sa détention, le concerné a disposé encore d'une autre possibilité qu'offre la loi, celle de solliciter auprès du ministre de la Justice la libération conditionnelle. Et il est en train d'espérer gain de cause cette fois-là, parce que déjà, le prédécesseur avait demandé à ce qu'il soit jugé en état de liberté. Et en vertu de la continuité des services de l'État, nous ne voyons pas des raisons qui pourraient empêcher Madame le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux à ce jour de rejeter cette demande de mise en liberté conditionnelle. Le refus par la Haute Cour militaire de faire comparaître l'ancien président de la République, Joseph Kabila, comme renseignant dans cette affaire de Floribert Chebeya et Fidel Bazana reste toujours d'actualité. Pour Maître Victor Ebenia Molangui, initiateur de l'ASBL Droit Plus, la Haute Cour n'a violé aucune disposition constitutionnelle. La partie civile, certes, avait demandé la comparution personnelle
de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Bon, c'est son droit, hein, c'est parce que son nom a été cité dans ce procès et la partie civile avait demandé à ce qu'il comparaisse pour éclairer la lanterne de la haute cour. Donc là, il faut au moins faire la part des choses. Il ne devrait pas comparaître comme prévenu, mais plutôt comme renseignant. Et cela n'est pas interdit. On peut, oui, il ne peut pas comparaître comme prévenu, mais plutôt comme renseignant. Là, ce n'est pas interdit, puisque la loi portant un statut des anciens chefs de l'État, là, a verrouillé. Hein, les anciens présidents de la République bénéficient des immunités presque totales. Ils ne peuvent pas être déférés devant une quelconque juridiction comme prévenu, mais ici, il lui a été demandé plutôt de comparaître comme renseignant, hein, pour renseigner la haute cour. Donc cela n'est pas interdit, même si lui personnellement, il n'est pas justiciable de la haute cour militaire. Et en ce qui concerne le rejet, vous l'avez dit, c'est la décision souveraine, hein, de la cour, parce que le juge est souverain. Le juge il peut apprécier, il dit est-ce qu'il y a opportunité de faire comparaître tel témoin ou tel renseignant. Alors la haute cour militaire, dans sa souveraineté, a rejeté. Dans le rejet aussi, c'est légal. Prenons cet élément pour clôturer cette édition. Mesdames et messieurs, le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement a effectué le lundi dernier une itinérance dans les services sous sa tutelle. Après cette descente, Chérubin Okende dit avoir fait un constat alarmant. Pourquoi ce constat du patron des transports? La réponse dans cet élément. Le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement a effectué le lundi 24 janvier son itinérance habituelle dans plusieurs structures sous sa tutelle. Chérubin Okende Senga a commencé par le siège national de la Commission nationale de prévention routière. Le ministre constate l'absence du président, son adjoint et tous les directeurs. Certains bureaux encore fermés et seuls 7 agents étaient présents. Une situation que le ministre a vivement décriée. Le siège de la représentation de l'Organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa, deuxième étape du périple du ministre, a vu Chérubin Okende faire presque le même constat à 8h17. Sur les 74 agents que compte cette structure à Kinshasa, seule une dizaine étaient sur le lieu de travail, le représentant et son adjoint, tous absents. À 8h28, le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement a foulé ses pieds au siège du groupe d'études au transport. C'est encore un constat alarmant que fait Chérubin Okende. Conduit par la sentinelle, il a constaté que les bureaux du directeur général et de son adjoint étaient encore fermés. Seule une dizaine d'agents trouvés sur place sur un total de 68. À l'immeuble Beautour qui abrite le siège de la cellule d'appui et de suivi des programmes régionaux et des activités de corridor des transports, le ministre a fait son entrée à 8h43. Ici, les agents déjà en place, le ministre a été reçu par une directrice faisant intérim du coordonnateur en congé. Chérubin Okende a visité les locaux de cette structure stratégique de son secteur. Le centre médical de Logefrem a constitué la dernière étape du périple de Chérubin Okende qui a visité les locaux. Il s'est sur place fait prélever la tension artérielle. De retour dans son cabinet de travail, le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement a fait le même exercice dans les différents bureaux qui composent son cabinet. Au regard du constat fait dans différentes structures sous tutelle de son ministère, Chérubin Okende doit prendre des décisions qui s'imposent afin de ramener les uns et les autres à comprendre et à prendre la conscience du travail.
C'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de votre attention et votre fidélité à notre journal télévisé de droits humains. Merci à vous tous qui nous suivez à travers toutes nos chaînes partenaires. Nous vous retrouvons à l'édition prochaine avec le même plaisir. Au revoir.